ancora da tanti tempi, e il suo lavoro si chiama Saint-Exupéry, Homme d'action et visionnaire, che sono le due parti della vita di Saint-Exupéry, l'uomo d'azione e il visionario, che sono nella sua vita, nella sua opera. È proprio importante. Lei va a parlare di Saint-Exupéry, femme de lumière, fame di luce, una parola di Volo di notte nelle ultime pagine di questo famoso libro. Allora, France, je vous laisse la parole. Bonjour, mesdames, messieurs, vous m'entendez là-bas? Les œuvres d'art, écrit le poète Rilke dans une lettre à sa sœur, naissent toujours de qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au point où nul homme ne peut dépasser. Plus loin qu'on pousse, plus propre, plus personnel, plus unique qu'il n'y a qu'une vie. Il aurait suffi peut-être pour assurer sa renommée que Saint-Exupéry fut un pilote intrépide, devenu légende de son vivant. Un des pionniers de l'aéropostale, ensuite pilote de guerre de 1939 à Paris, qu'il retourna au combat, qu'enfin il vit le Galice jusqu'à la Ligue. Il ne rentre pas d'une mission de reconnaissance le 31 juillet 1944. Profitant d'un recul de temps, plus d'un demi-siècle après sa disparition, on est en passe de faire une meilleure idée de l'homme, écrivain, aviateur, le plus irremplaçable des êtres, sans doute un être exceptionnel, complexe, contradictoire, ni saint, ni archange, mais incontestablement un héros, si le héros est, selon Hegel, l'homme qui agit en conformité avec son époque, qui cherche à y vivre de son mieux, qui se choisit en elle, son choix étant souvent le plus difficile, mais qui le rend plus vainqueur que victime de sa condition. Antoine de Saint-Exupéry fut toujours présent à son temps. Né avec le siècle, il en subit toutes les secousses, fut sensible à tous ses appels, en souffre tous les déboires, mais cherche sans cesse à y voir clair, à donner un sens à la vie. Tout jeune, il est entraîné par l'enthousiasme et l'engouement que suscitaient les prouesses des pionniers de l'aviation. Adolescent pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 18, il eut sa maturité aux années entre deux guerres. Comme d'autres écrivains de son époque, l'auteur fut pris dans la grande marée de l'histoire, la guerre civile en Espagne, époque qui marqua définitivement la montée du fascisme. Saint-Exupéry présageait déjà, comme Hemingway, qui écrit « For whom the bell tolls », pour qui sonne le glas, que le glas sonnait pour une certaine manière de penser, que les répercussions des événements qui s'écoulaient en Espagne répandraient de par l'Europe. Toutefois, Saint-Exupéry refuse d'être un témoin passif qui observe d'une bonne distance le déroulement de l'histoire. Il n'aime pas les sédentaires du cœur. Son tempérament robuste, généreux, exige que ses réflexions sur l'histoire et sur les grands problèmes de l'existence soient avalisées par ses actes. Un engagé véritable ne dit-il pas « Que suis-je si je ne participe pas? J'ai besoin pour être de participer. » Sartre, en s'appuyant sur une formule de Heidegger, cite les récits de Saint-Exupéry comme le parfait modèle de la nouvelle ère que devrait véhiculer la littérature de notre époque. Il faut, dit Sartre, que nous plongions les choses dans l'action. Saint-Exupéry nous a ouvert le chemin. Il a montré que l'avion pour le pilote
est un organe de perception. Aussi, l'avion devient-il encore une manière d'appréhender le monde. Entre l'homme et l'avion s'opère une osmose mystérieuse qui anime et intensifie la matière. Le pilote Fabien, dans Vol de nuit, assis dans la carlingue, je cite, effleure du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol ni vertige ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Peut-être un survol synoptique nous servirait à retracer le cheminement de la pensée, l'évolution de la vision de l'auteur dès les premiers écrits. Lire Courrier Sud, c'est entrer dans un monde d'adolescents rêvasseurs, curieux de cet avenir qui s'ouvre devant eux, mais hésitants à quitter les confins de la maison familiale et à la fois impatients de s'en libérer des contraintes, d'aller chercher le trésor ou quelque chose qui les tire hors d'eux-mêmes. Pour la fille et femme, sa vérité gît dans la permanence, la durée que représente la maison, à la différence de l'homme qui, lui, se sent poussé à l'action, à fuir là-bas, à fuir, de respirer le vent de mer, d'abreuver sa soif de l'étendue qui l'accomplira. Ces enfants rêvasseurs qui descendent chaque soir à cet étang interdit, y jettent des pierres et s'émerveillent de les voir disparaître et couler, je cite, sans fin parmi les eaux comme dans l'espace, ces tentacules de lumière qui plongent 1000 années pour nous parvenir. Peut-être Saint-Exupéry songeait-il à ce vers de Mallarmé, l'éternel coulée de ses espoirs pour voir les diamants élus d'une étoile mourante et qui ne brille plus. Miroitée dans l'eau, l'étoile est une image où s'entremêlent la hauteur et la profondeur. Elle suscite dans le Petit Prince une vision exaltante aux effets surréels. Je cite, « Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. » Mais ce rêve fantastique, chagalesque, l'étoile, le puits où l'eau dormante, cette eau incurablement mélancolique, vire au désespoir. Les grelots se changent tous en larmes. Il faut qu'on s'arrête un peu pour remarquer le parallélisme entre cette opposition d'images dans la nature d'une part et de l'autre, ce constant basculement de la conscience de l'homme entre exaltation et mélancolie. Celles-ci ont remarqué des amis s'avouaient plus fréquemment dans les années d'exil. Non qu'elle fût jamais absente de sa vie et de son œuvre, mais peut-être les exigences de l'action, naguère, l'aidaient-elles à la surmonter. Et l'optimisme naturel à l'homme d'action l'immunisait contre le désespoir, la futilité de continuer à combattre une machine de guerre mieux préparée et plus nombreuse. Cette mélancolie, dosée de bouts d'exaltation, se manifeste de plus en plus dans Le Petit Prince. Les pleurs alternent avec les rires. Ceux-ci ne font qu'aiguiser le profond pathétique des derniers chapitres du récit. Non seulement le Petit Prince devra partir, mais l'on sait qu'il part pour mourir. Comme un faible cri d'espoir contre toute raison d'espérer, le Petit Prince s'efforce de distraire son ami, d'alléger son angoisse et la sienne en lui apprenant à voir des étoiles qui savent rire,
qui sont comme des puits qui verseront à boire. Le lecteur remarquera la récurrence de quelques leitmotifs importants: l'étoile, le puits, l'eau, le trésor invisible. Sans vouloir entrer dans le domaine de l'analyse psychologique, il n'est pas sans intérêt de se demander si ce réseau d'associations, ces groupements d'images ou de métaphores obsédantes remontent aux souvenirs, aux légendes racontées du temps de l'enfance. Le narrateur, angoissé par la perte de son petit ami, retrouve ses camarades qui sont, je cite, « contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire, pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit, écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Toutes les étoiles rient doucement. Tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors, les grelots se changent tous en larmes. Ces images se modifient ou se métamorphosent dans chaque œuvre. Ainsi, l'eau morte mélancolique de Courrier Sud se transforme en eau chantante, l'étoile qui fait mourir en étoile qui sait rire. Le lecteur se demande si l'on devait interpréter ces métaphores comme des manifestations involontaires de la personnalité inconsciente et de son évolution, ou si Saint-Exupéry voulait un simple délassement en donnant libre frein à la fantaisie imaginative, ou cherchait-il, en évoquant des rêveries se rapportant à sa propre enfance, à s'évader de la noirceur de ses jours d'exil? L'auteur a recours aux premières images significatives. Albert Camus, recherchant le centre, le secret de son œuvre, écrit dans la préface de L'Envers et l'Endroit, je cite, « Une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l'art les 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s'est ouvert. Cette trouvaille de la couche perceptive originaire, antérieure à toute construction conceptuelle, cette nappe profonde, Saint-Exupéry la découvre comme le fait le poète, le voyant, par le chemin droit du rêve et de l'intuition, ou, tel Proust, par la délectation attendrie ou exaltante d'un temps perdu. En effet, la vision exupérienne dans Le Petit Prince, comme dans la lettre à un otage, se fonde autour de cette espèce de cristallisation, d'impression, de sensation, de souvenir. Perception d'événements et d'expériences en apparence ordinaires, même banales, dont le philosophe, en prenant recul, dégage l'essentiel. Il est tout naturel que cette rêverie remonte vers cette autre patrie, celle de l'enfance. D'où suis-je? Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d'une patrie. Ainsi, le désert hostile est-il transfiguré par le souvenir. Mais, je cite, « Mes songes sont plus réels que ces dunes, que cette lune, que ces présences. Ah, le merveilleux d'une maison n'est point qu'elle vous abrite ou vous réchauffe, ni qu'on en possède les murs, mais bien qu'elle ait lentement déposé en nous ses provisions de douceur, qu'elle forme dans le fond du cœur ce massif obscur dont naissent, comme des eaux de source, les songes. » Dans son premier roman, Courrier Sud, non seulement par des formes du langage, de ce que Proust appelle des phrases types, et Malraux des schémas initiaux, mais en évoquant certains éléments, certaines sensations et impressions. Des retours et des oppositions des leitmotifs profonds. Ainsi voit-on opposer l'idée de la pesanteur et de la légèreté,
celle de la hauteur et de la profondeur, terre des